Alors, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur l'investissement responsable dans les simulations bourse-stade. Alors, ce soir, je suis en compagnie de Monsieur Thomas Estinès, qui est co-directeur général du groupe Investissement Responsable. Bonsoir, Monsieur Estinès. Bonsoir, Monsieur Bourget. Aimeriez-vous dire quelques mots sur votre parcours, ce que vous faites un peu dans la vie de tous les jours? Oui, bien sûr. C'est ça, j'ai repris la direction du groupe Investissement Responsable en 2020 à la suite de Monsieur Olivier Gamache, qui était le propriétaire depuis 2007. J'étais employé en fait depuis 2013, j'ai fêté mes un peu plus de 10 ans. Puis donc Olivier était sur une transition professionnel il nous a proposé donc un collègue et à moi de reprendre sa suite. On a été pour le devant de la scène très peu de temps. Donc ça fait maintenant presque 3 ans. Essentiellement, je m'occupe de toute la partie plus recherche, bien sûr, du vote, puisque c'est notre cœur d'activité, le vote par procuration. On va avoir l'occasion d'y revenir. Mais je m'occupe donc de toute la partie plus recherche ESG, évaluation des entreprises sur des critères extra-financiers. Parce qu'à côté du vote, on fait ce qu'on appelle de la recherche, revue de portefeuille, notation ESG. Donc je m'occupe un peu plus de ça, de la partie stratégie, développement d'affaires évidemment. Donc on se partage les fonctions, on est deux co-directeurs. Comme on dit, il y en a un qui est plus sur le contenant et l'autre sur le contenu. Ça m'occupe plus du contenu. Mais essentiellement, en termes de parcours, j'ai étudié en administration des affaires. Donc, j'ai un MBA de l'université en tout cas, une école de commerce en France. J'ai fait 2 échanges universitaires aux États-Unis. Université de Californie à Irvine, puis à l'Université Saint John à New York. Je me suis spécialisé en management de l'environnement, l'école de commerce de La Rochelle en France, avant de venir au Canada juste après mes études et de jamais repartir. Alors voilà Excellent. mon Mer- parcours en quelques mots. Merci, merci Thomas. Alors, écoutez, ce soir, on va débuter. Je vais d'abord présenter les concepts, puis expliquer un peu comment on a intégré l'investissement responsable dans les simulations boursières, et en particulier dans le concours boursier. Alors, je vais partager mon écran. Voilà. Et bon, je pense qu'on arrive directement sur notre événement, sur la présentation. Donc, à nouveau, ce soir, bon, moi, dans un premier temps, je présente les concepts en investissement responsable, des grands concepts. Et comment on intègre l'investissement responsable dans le concours boursier et plus largement là, dans les simulations boursières. Et par la suite, M. Stinez vous parlera la préparation du dossier des enjeux qui maintenant fait l'objet de plusieurs publications là, au cours de l'année. Et il parlera aussi de façon particulière de préparer des propositions d'actionnaires, de préparer, autrement dit, ils vont représenter là, des investisseurs institutionnels dans des assemblées d'actionnaires. Donc, comment on se positionne par rapport aux propositions qui sont soumises par des actionnaires pour amener des améliorations dans la performance ESG. Alors, les concepts en investissement responsable, en développement durable, on a des stratégies que sont le tamisage, l'actionnariat actif, l'investissement solidaire. Bon, il y a des facteurs de risque, des risques environnementaux, les risques sociaux et les risques en matière de gouvernance, hein, c'est le fameux sigle ESG. Mais on a vu aussi émerger au cours des récentes années de véritables stratégies industrielles qui, par exemple, vont amener beaucoup d'entreprises qui œuvrent ensemble à essayer d'améliorer en quelque sorte l'environnement, à se regrouper. Donc, on a des grappes de technologies propres dans plusieurs villes dans le monde, là, mais en particulier au Canada, là, on a des nombres 3. Et il y a tout ce concept d'économie circulaire aussi qui a émergé et dont on parle beaucoup, là, et ce qui implique aussi des collaborations particulières et des nouveaux modèles d'affaires, en fait. Donc,
Alors, le tamisage, c'est en quelque sorte sélectionner des titres qu'on inclut, mais aussi des titres qu'on va vouloir exclure. Donc, par exemple, ça peut être basé sur les produits et les services. Euh, on pourrait dire qu'on inclut des technologies vertes, des transports durables, de l'alimentation biologique, mais qu'on exclut les cigarettes, l'armement et le nucléaire. Mais ça peut aussi être basé sur la performance ESG. Donc, on va choisir dans des industries, des entreprises qui vont se démarquer au niveau de l'environnement, au niveau social, au niveau de la gouvernance. Donc, c'est un premier aspect, le tamisage. Maintenant, il y a aussi l'actionnariat responsable et notamment le groupe Investissement Responsable est particulièrement actif dans ce domaine-là en allant dans des assemblées d'actionnaires, représenter des investisseurs institutionnels pour voter en quelque sorte avec des procurations les voix euh, contre ces investisseurs institutionnels sur des propositions soumises par des actionnaires responsables là, qui veulent inciter, amener l'entreprise à améliorer ses pratiques. Et finalement, il y a l'investissement solidaire. Bon, alors l'investissement solidaire, euh, bon, on aurait par exemple des exemples de fonds d'action de chez nous ou de fonds de solidarité qui en sont des exemples. Bon, alors, si on parle maintenant à tour de rôle de ces risques environnementaux ou ces risques extra-financiers, dis-je, le premier type de risque, on parle des risques environnementaux. Alors, c'est les choses qui vont être liées au changement climatique, à la contamination de l'eau ou de l'air et la conservation de la biodiversité. Bon. Si on parle des secteurs industriels qui sont plus concernés par ces risques, bon, évidemment, les énergies fossiles, par définition, même la production d'électricité peut l'être aussi, que ce soit de façon thermique ou même l'hydroélectricité, parce que, bon, on sait que pour produire de l'hydroélectricité, souvent, on va devoir inonder des sections du territoire significatives. Il peut y avoir production de gaz occasionnée par ces opérations. Les mines et métaux, les cimenteries, les produits forestiers sont d'autres exemples. Bon, remarquez que nos comportements à tous et chacun aussi vont être en cause. Bon, le transport, on sait que quand il est question des changements climatiques, le transport des individus, des marchandises, euh, est une source de production de gaz à effet de serre, en particulier quand on utilise des véhicules donc, avec des moteurs à combustion. Euh, Contamination, consommation de l'eau, de l'air, ben là aussi, on peut avoir une implication en tant qu'individu. Bon, si on pense maintenant aux risques sociaux, alors, ce sont les droits des travailleurs, c'est complicité dans la violation des droits humains et relations avec les communautés. Bon, quand c'est question de droits des travailleurs, on pense beaucoup aux fabricants de vêtements, de jouets ou d'électronique, de façon générale, des produits électroniques. Souvent, ça va se faire dans des pays où, parce que c'est des industries où il y a une certaine intensité de main-d'œuvre, là, et souvent, on va fabriquer dans des pays où euh, la main-d'œuvre est moins dispendieuse, donc c'est souvent des pays émergents. Euh, bon, à ce moment-là, on n'a pas nécessairement les mêmes conditions de travail, les mêmes normes légales pour le travail, normes minimales qu'on peut avoir dans les pays développés. Bon, complicité dans la violation des droits humains, souvent, nos entreprises pétrolières ou gazières, les mines, vont dans des régions du monde où il n'y a pas nécessairement les mêmes protections et ça peut occasionner effectivement le non-respect de ce qui nous apparaît à nous dans les pays développés comme étant des normes minimales de travail, par exemple. Et en relation avec les communautés, bien souvent, les ressources naturelles, ils sont pas nécessairement dans les grandes villes, hein, ils sont dans les régions, à l'extérieur des grands centres, et fréquemment, les entreprises qui opèrent dans ces endroits deviennent des employeurs très, très importants
Et donc, leur présence, les décisions que ces entreprises-là vont prendre peuvent avoir des conséquences importantes sur les communautés, habituellement relativement petites, là, euh, où ils sont à l'œuvre, où ces entreprises sont à l'œuvre. Bon, risque en matière de gouvernance, bon, rémunération excessive des PDG. Alors, chaque année, habituellement dans les 2 ou 3 premiers jours de l'année, on entend que peut-être après la première journée, après les premières heures de travail, plusieurs PDG ont déjà gagné le salaire de toute l'année de leurs employés. Bon, alors, les grandes entreprises, en général, sont concernées par ce risque-là. Euh, Conseil d'administration composé d'une majorité de membres liés à la direction. Alors, les entreprises où la propriété est concentrée chez un individu ou une famille. Bon, on sait qu'historiquement, presque toutes les entreprises démarrent comme étant des entreprises familiales jusqu'à un certain point. Les exceptions sont peut-être lorsqu'on privatise une entreprise d'État, hein, comme ça a été le cas, par exemple, avec Air Canada ou Canadien National, ici. Bon, là, évidemment, ces entreprises deviennent assez rapidement des entreprises dites professionnelles, en fait, dans les pays où ça s'opère avec l'encadrement approprié. Mais si on accepte ça, la majorité des entreprises démarrent comme des entreprises familiales, mais ils doivent atteindre un certain stade où ils vont faire la transition entre l'entreprise familiale et pour aller vers l'entreprise professionnelle, où on voit à ce moment-là les fondateurs devenir de moins en moins importants dans la propriété de ces entreprises. Bon, les paradis fiscaux, en tous les secteurs peuvent être concernés, mais on sait que les institutions financières, en général, sont particulièrement touchées par ça. Remarquez qu'il y a des liens à certains endroits. La présentation PowerPoint va être mise à votre disposition et vous pourrez cliquer sur les liens pour voir où ça mène. Alors, parlons maintenant de stratégie industrielle. Alors, vous avez, par exemple, des entreprises qui vont se regrouper pour, par exemple, possiblement recouper, pouvoir faire des achats en commun ou pour pouvoir faire des représentations collectives là, pour amener des changements. Alors, ce sont les entreprises qui œuvrent dans l'efficacité énergétique, dans les énergies renouvelables, chimie verte, transport vert, gestion de l'eau, euh, vous allez le voir aussi, l'air aussi, donc purification de l'air, gestion des terres, gestion des déchets. Donc, des entreprises là, de différents domaines qui ont comme caractéristique de chercher à améliorer un peu l'état de la planète, en quelque sorte. Bon, alors, autre type de stratégie industrielle, on parle d'économie circulaire. Donc, ce sont des opérations qui vont, autrement dit, réduire la consommation de ressources et préserver les écosystèmes. Alors, ça va de l'extraction, la transformation, de la distribution, de l'utilisation. Donc, idéalement, il faut penser globalement. Il faut avoir en tête l'ensemble du processus. Donc, utiliser des produits plus fréquemment, ce que permet l'économie collaborative, la location, prolonger la durée de vie des produits et des composants, donc réparer euh, un appareil qui est brisé. On voit maintenant apparaître des lois dans certains pays pour obliger en quelque sorte les fabricants à maintenir la possibilité de réparer en produisant des pièces qui permettent de réparer des appareils défectueux. Alors, être capable de donner ou de revendre un appareil après on en ait plus besoin, pouvoir le reconditionner, l'économie de fonctionnalité, un type d'économie où les fabricants, au lieu de vous vendre les équipements, en demeurent propriétaires et sont prêts à reprendre ces produits après un certain temps pour les remettre avec les dernières technologies et éventuellement les remettre en circulation, donc les proposer à de nouveaux clients. Et il y a finalement donné une nouvelle vie aux ressources, tout simplement recycler, composter, valoriser en quelque sorte les sous-produits, les produits secondaires. Donc, les stratégies
on peut les identifier précisément. Donc, l'économie collaborative ou de partage, c'est un peu ce qu'on voit, par exemple, avec Uber. Un véhicule, souvent, peut rester ne pas être utilisé pour 95% du temps. Alors, si il y a des gens qui disent, moi, je vais me servir davantage, le véhicule va servir peut-être 30 ou 40% du temps au lieu de peut-être 2% dans mon entrée, hein? Il est toujours stationné dans l'entrée de la résidence. Alors, économie de fonctionnalité ou de performance, donc les fabricants demeurent propriétaires des biens, ils mettent littéralement les biens en consignation chez le client et sont prêts à les reprendre pour les remettre à jour éventuellement plus tard. Alors, reconditionner, réparer, réusiner. Bon, symbiose industrielle, alors c'est simplement des entreprises dans des industries différentes, mais on est en mesure, bon, imaginons par exemple, euh, utiliser les copeaux de bois tout simplement pour faire de l'énergie renouvelable avec la biomasse. Donc, une entreprise forestière qui produit des copeaux de bois et on a une autre entreprise qui réutilise les déchets pour produire de l'énergie renouvelable. Alors, le recyclage aussi, qui est une autre stratégie. Alors, dans le concours Bourstad, on a le guide d'investissement responsable, on a des concepts en investissement responsable et durable qu'on vient de traiter. Il y a des aspects relatifs à l'investissement responsable sur la plateforme et on va avoir un test de qualification à compter de la semaine prochaine que vous pourrez passer pendant 2 semaines. Donc, donnons des précisions. Alors, le guide de l'investissement responsable comprend 9 sections, donc définition d'investissement responsable, stratégie d'un investissement responsable, des éléments historiques, comment ça a évolué au fil des années, la performance ESG, comment on évalue la performance ESG. On parle de spécialistes de l'investissement responsable, dont notamment le groupe Investissement responsable. On parle de 2 stratégies. Donc, d'abord, les grappes de technologie propre que j'ai évoquées il y a un moment et l'économie circulaire également. Et finalement, on conclut avec l'investissement responsable dans une simulation boursière. Alors, mentionnons que 2 des sections de ce guide sont tirées d'un ouvrage que le Cyrano a produit en 2019 qu'on a intitulé Le développement durable à l'ère des changements climatiques. Alors, si vous voulez vous procurer cet ouvrage, en cliquant sur ce lien, vous pourrez télécharger l'ouvrage au complet. Il est disponible en libre accès sur le site de l'éditeur. Donc, dans une simulation boursière, bon, dans le concours, on a le guide du volet investissement responsable qui est accessible à tous ceux qui se connectent à la plateforme. Alors, il y a des aspects liés à l'investissement responsable dans la gestion de portefeuille. Donc, vous devez indiquer, par exemple, pour l'investisseur qui vous a confié des sous à gérer, est-ce que cette personne-là est sensible à la réalité de l'investissement responsable? Est-ce que vous, en tant que gestionnaire, vous entendez prendre en compte les risques extra-financiers? Donc, vous, comme gestionnaire, et non pas le personnage qui vous a confié les sous. Et quand vous faites des transactions, vous avez la possibilité de les justifier avec les facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Maintenant, dans le concours Boosted, on administre un test de qualification, un questionnaire de qualification, qui va être en ligne entre le 11 mars 8 heures, c'est un lundi, et le 24 mars 23h59, c'est un dimanche. Alors, donc, le test est composé d'une quarantaine de questions. Le chiffre est un peu approximatif, mais il y en a 2 à développement. On va donner dans un moment là, des précisions à ce sujet et l'évaluation est automatisée. Alors, il y a des grands prix de l'investissement responsable au secondaire et au collégial. Alors, le premier grand prix est de 1 000 $ et le deuxième de 500, alors que dans le grand public, il y a un grand prix de 1 000 $. Donc, des justifications ESG, on peut justifier selon des aspects environnementaux. Par exemple, une entreprise qui sera engagée dans une transition vers un mode opérationnel de type circulaire. Alors, des aspects sociaux, une entreprise qui met en place un programme de bourse pour les jeunes entrepreneurs dans sa région.
des aspects liés à la gouvernance, par exemple, une entreprise qui aurait une bonne évaluation par rapport à sa gouvernance par un organisme reconnu. Bon, alors, test de qualification, encore une fois, on a dit une quarantaine de questions objectives, peut-être une ou plus ou moins une ou deux questions là, ici, et deux questions à développement structuré. Donc, l'administration, à nouveau, ça va débuter le 11 mars, ça se termine le 24 mars. Il y a un contrôle d'accès qui limite l'accès aux tests aux participants du concours. Et si vous êtes dans un tandem, si vous participez au concours boursier dans un tandem, vous pouvez effectuer le test, chacun des membres du tandem, mais ça doit se faire individuellement. Donc, parce que le volet investissement responsable est toujours un volet individuel, même si on fait la simulation dans un tandem. On a deux essais et pour chacun de ces essais, on doit compléter le test à l'intérieur de 90 minutes. Alors, il y a deux questions à développement. Bon, remarquez qu'ici, on ne donne pas le libellé complet, mais je vais vous indiquer bientôt où trouver ce libellé complet. Alors, la question 1, dans le fond, c'est de soumettre une proposition d'actionnaire pour une compagnie transigée dans le concours. Et la question 2, c'est de présenter trois enjeux actuels de l'investissement responsable et du développement durable. Alors, vous avez un communiqué qui a été produit. Alors, ce communiqué, vous le trouvez dans la documentation, dans la section Comment ça fonctionne, et son titre, c'est Mise en ligne du test de qualification pour le volet investissement responsable. Alors, c'est dans ce communiqué que vous retrouverez le libellé précis des deux questions. Alors, et il y a également des directives que vous retrouverez. Vous pouvez déjà les consulter, remarquez, ces directives, bien que votre code personnel n'apparaît pas pour le moment et le bouton pour rejoindre l'application du test ne sera visible que lors de la période de déroulement du test entre le 11 mars 8 heures et le 24 mars 23h59. Donc, au bas de cette page, vous retrouverez un bouton qui apparaîtra là, durant la période d'administration du test. Donc, test investissement responsable. Alors, c'est la présentation que je voulais vous faire. Donc, à nouveau, M. Estinez, qui est co-directeur du groupe Investissement Responsable, il nous l'a mentionné il y a un moment, il est au groupe Investissement Responsable depuis 2013. Il a aussi œuvré comme analyste en investissement responsable chez Desjardins en 2013 et 2016. Et je vous mentionne qu'il fait partie du jury du concours Bourstad depuis 2016. Alors, M. Estinez, je vous invite à faire votre présentation maintenant. Merci. Ok, c'est bon. Je peux partager mon écran. Oui, tout à fait, oui. Là, ça devrait être bon. Maintenant. Alors, je ne vais pas vous regarder parce que mon écran est sur ma gauche, mais on va faire comme ça. Donc, rapidement, en quelques mots, le GIR, donc on a été créé en 2000, donc c'était bientôt notre quart de siècle. Donc, c'est la compagnie d'études donc à majorité par les employés. Share, qui est un OBNL basé à Toronto et Vancouver, est actionnaire minoritaire et les 20% restants de holding sont l'ancien propriétaire Olivier Gamache. Donc on est 6 employés permanents, temps plein. On a du staff saisonnier pour absorber tout le flot des assemblées qui se déroulent au printemps. On vote à peu près 3000 assemblées par an, dont les 3/4 se déroulent en 8 semaines entre avril et mai. Nos services, donc le vote, qui est à peu près les 3/4 de notre activité. Donc le vote essentiellement, pour ceux qui ne sauraient pas. En fait, le vote, qu'est-ce que c'est? Quand un actionnaire, donc un investisseur détient une action de Cascade, Coupa, Amazon, peu importe. Quand il détient une action, il a le droit de voter à l'Assemblée générale de cette entreprise. Puis pourquoi il va
voter. Un peu comme les élections citoyennes, quand on vous donne le droit, vaut mieux le prendre. C'est surtout que c'est un levier de plus en plus utilisé par les investisseurs pour deux choses. Protéger leurs intérêts, parce que certaines des décisions prises lors des assemblées générales peuvent avoir des répercussions sur la valeur de l'entreprise ou de votre investissement. Et deuxième chose, c'est de faire entendre sa voix. Parce que donc de plus en plus, notamment sur les questions environnementales et sociales, c'est un levier d'action pour les investisseurs. Comme je vous disais, la, la, le marché est fait d'une telle façon que, un peu comme les impôts qui déboulent toujours au printemps, les entreprises, la plupart ont un exercice une année financière qui termine au 31 décembre. Et ensuite, elles ont quelques semaines pour tenir leur assemblée générale, ce qui fait qu'il y a toujours un embouteillage. Si on prend les États-Unis, en tout cas Amérique du Nord, Europe, je pense que c'est 80% des assemblées générales qui se déroulent en dedans de 8 semaines. Donc quand on a un investisseur avec une dizaine de titres, c'est assez facile de s'y retrouver. Mais quand on est des avoirs plus conséquents, avec des portefeuilles de 100, 200, 400 titres plus, ça devient vite compliqué de suivre toute l'actualité et savoir comment exercer notre droit de vote de la façon la plus appropriée. Donc nous, en regroupant tous les droits de vote et en faisant ça depuis plus d'une vingtaine d'années, on est plus efficace, puis ça nous permet de mutualiser cet effort-là. En dehors de ce qu'on appelle la saison des assemblées, donc on fait comme vous de la recherche, revue de portefeuille, notation, donc ce sont les produits là sur l'évaluation des entreprises, ou encore de la consultation, mandat plus ad hoc, dépendamment des besoins de nos clients. Rapidement, nos clients qui sont-ils? Les gestionnaires d'actifs, des régimes de retraite, syndicats, fondations, religieux, à peu près tous les types d'investisseurs institutionnels, sauf donc des particuliers. Majorité, grosse concentration au Québec et en Ontario, quelques-uns donc en Colombie-Britannique et même en Nouvelle-Écosse. Le processus de vote, je vais vous épargner ça. Donc, nos rapports sont disponibles sur une plateforme où c'est assez accessible, notamment pour nos clients, évidemment. Donc là, ils peuvent consulter leur rapport. Puis ça ressemble à ça à peu près. On a un résumé sur la gauche de quelles étaient les propositions à voter. Et à droite, donc les justifications, pourquoi, qu'est-ce qu'on a voté et pourquoi. Là, je vous l'ai mis en anglais, mais en tout cas, on fait nos rapports dans les deux langues. Je vais passer un peu vite, revue de portefeuille, on en parlait, la notation. Ce qui va plus vous intéresser, c'est on a une section sur notre site web, d'ailleurs que j'ai pas mis à jour. Je vais le mettre à jour avant de vous transmettre le PowerPoint. Section publication, où on met tous nos... en fait, chaque année, on publie... on publiait un rapport annuel sur les principaux enjeux ESG. Cette année, on a décidé de faire évoluer la formule et de découper cette publication, cette grosse publication-là, qui était un rapport de facilement une cinquantaine de pages sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. On l'a décidé de le découper en 4 plus petites publications. Donc, on a déjà eu une première sur le salaire vital en janvier. Il y en a une qui s'en vient sur l'intelligence artificielle. Et j'ai oublié, en tout cas, on en a 2 autres. Donc, on en aura 4 en tout dans l'année, des rapports qui vont aller de 4 à 10 pages. Donc, ça nous permet d'un peu plus d'étaler nos efforts. Donc, on n'a pas toutes les archives, mais en tout cas, vous avez les derniers là depuis 2020, si ma mémoire est bonne. On a aussi également, on a commencé cette année à recueillir les résultats de vote dans les assemblées canadiennes. Donc, on a un rapport qu'on a publié à l'automne sur tous les résultats de vote. Donc pas seulement les propositions d'actionnaires, mais également les propositions du Conseil sur donc l'élection des administrateurs, la rémunération des dirigeants. Sur les 180, 170 entreprises de l'indice S&P TSX, donc entreprises canadiennes, qui nous a donné lieu à faire quelques belles constatations. Vous pourrez aller regarder sur notre web. L'adresse n'est pas bonne ici, mais je vais la corriger quand je la donnerai à monsieur Bourget. En termes, donc, M. Bourget parlait des exercices, en tout cas des questions à développement. La proposition d'actionnaire, qui est la première dont il a parlé, on va y revenir un peu plus tard. Là, ce serait cette section-là que j'appelle suivi des enjeux.
C'est vraiment pour adresser les trois sujets à présenter. Donc, je vous ai mis tout un tas de liens cliquables euh, avec, donc, on a les principaux proposeurs enfin, au niveau des propositions d'actionnaires, ce qu'on nous dit proposeurs, donc c'est les organisations ou les investisseurs qui déposent des propositions d'actionnaires. Donc vous avez le MEDAC, qui est un organisme basé à Montréal, quelques Américains, As You Sow, un OBNL, Mercy Investment, Harrington, Trillium, ce sont des gestionnaires de portefeuille, mais spécialisés sur donc les questions ESG en général. Proxy Monitor, c'était pas la bonne classe, mais il y a un autre lien, je vais y revenir. On a aussi des regroupements d'actionnaires, CRS aux États-Unis, ICCR, qui est un regroupement de communautés religieuses aux États-Unis, très actif. Share, donc qui est, comme je disais, un de nos actionnaires, mais donc surtout un OBNL basé donc à Toronto et Vancouver, qui spécialise dans le dialogue. Dialogue, qu'est-ce que c'est? Donc c'est faire discuter les investisseurs et les entreprises. Enfin, un point d'ancrage, si vous voulez, pour faciliter cette mise en relation-là. Donc tout ça, c'est des liens que vous pouvez cliquer et chacun développe. Donc évidemment, ils présentent leur programme, mais ils développent, il y a toute une partie un peu plus éducative où ils présentent les grands enjeux sur lesquels ils travaillent. À côté des propositions d'actionnaires, on parle, je vous ai mis donc des sites de référence par grande catégorie. Donc en termes de gouvernance, ce que j'aime beaucoup utiliser, c'est le blog de Law School de Harvard. Désolé, j'ai plus le terme. L'école de droit d'Harvard. Donc c'est des articles publiés donc par des professionnels, parfois des professeurs, sur des questions de gouvernance. Pas que, évidemment, ils débordent un peu, mais c'est vraiment une source très intéressante. Il y a plusieurs papiers qui sont publiés par semaine. Ils font un récapitulatif hebdomadaire. Donc c'est vraiment très intéressant. Davis, puis le Conference Board, c'est vraiment euh, plutôt canadien sur donc la gouvernance, les administrateurs, la rémunération. Donc, aussi intéressant, même si c'est plus pointu. Sur les changements climatiques, il y en a des dizaines au bas mot. Je vous en ai mis deux. Science-Based Target Initiative, qui fait un tour d'horizon assez complet de quelles devraient être les implications des entreprises pour arriver à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Puis Climate Action 100+, qui est un regroupement d'investisseurs qui cible en fait les 100 plus gros émetteurs de gaz à effet de serre pour faire évoluer leurs pratiques. Donc ça, c'est deux sources quand même très utiles et qu'on utilise. Plus sur les questions sociales, dans les droits humains, je pense que c'est une référence, le Business and Human Rights Resource Center, un peu comme le Harvard, différent du Harvard Law School, mais il recense énormément d'articles de presse, de rapports d'entreprises sur les questions vraiment axées sur les droits de la personne. Le site n'est pas forcément très user-friendly, en tout cas navigable. C'est navigable, mais on s'y perd facilement parce qu'il y a énormément d'informations. Donc, il faut savoir quoi chercher et où chercher, mais beaucoup d'informations. Puis donc, sur d'autres questions un peu plus de gouvernance, aussi sociale, Influence Map qui est très bien fait sur les questions de lobbying. Il y a pas mal de visuels, c'est assez bien fait pour le coup. CPA Zicklin, l'indice qui est spécifique sur les contributions politiques, donc les liens entre les politiques et les entreprises, surtout valables aux États-Unis. Au Canada, c'est très encadré, mais aux États-Unis, c'est d'autant plus pertinent en année d'élection. On voit qu'il y a des flots d'argent qui vont depuis les entreprises vers les partis politiques. Qui attendent quelque chose évidemment en retour. Donc cet indice-là permet de faire cette évaluation. D'autres plus spécifiques là sur les chaînes d'approvisionnement, node chain. Les pénalités, c'est peut-être
pas un très joli site, mais très utile. En fait, il recense toutes les pénalités, plutôt au niveau environnemental, mais si je me trompe pas, ils vont au-delà. En fait, ça va des pénalités de 1000 $ à des millions de dollars. Donc pour une bonne partie des entreprises, pas seulement en Amérique du Nord. Puis paradis fiscaux, ça commence à être un peu daté parce que les bases de données sont pas mises à jour, mais reste qu'on peut voir quelle entreprise a des coquilles vides qui sont dormantes ou en activité dans les paradis fiscaux. Euh, en tout cas, pour finir sur les enjeux, si vous voulez aller chercher sur sur des entreprises spécifiquement, donc comme Monsieur Bourget vous disait, va falloir, donc il y aura une partie présentée, trois enjeux de investissement responsable, mais aussi si vous cherchez de l'inspiration pour la proposition d'actionnaires, les entreprises américaines ou canadiennes, Edgar et Cedar, ce sont les sites où les entreprises doivent publier des informations, toute l'information en fait, que ce soit financier ou extra-financier. Mais donc vous pouvez aller juste la page où il faut rentrer simplement un champ texte, mettre le nom de l'entreprise et vous allez tomber. L'exemple que je vais vous montrer, c'est plus BMO. Encore une fois, je suis désolé, j'ai mis ma présentation à jour, mais des bouts qui m'ont échappé. BMO, c'est l'exemple que je présentais avant. Là, j'ai mis à jour ma présentation. Ça va être RBI, Restaurant Brand International, qui détient Burger King et Tim Hortons. Donc, je vous ai mis les liens vers la dernière circulaire et rapport annuel. Circulaire, c'est le document que l'entreprise fait circuler pour l'Assemblée générale. Donc, ça contient toutes les informations nécessaires à l'Assemblée générale. Donc, quelles sont les propositions sur lesquelles on va voter et surtout, quelle est l'information nécessaire, donc qui siège au conseil, quelle est la rémunération des dirigeants, etc. Et enfin, d'autres, pour aller un peu plus loin, mais je vous dirais en anglais, last but not least, les derniers, mais pas les moindres. Proxy Monitor, qui est très utile, ça recense les propositions d'actionnaires ce qu'on appelle communément le Fortune 250, donc les 250 entreprises américaines ayant les revenus les plus élevés. Donc c'est une base de données qui est mise à jour quasiment en continu. Très utile parce que vous avez des liens qui vous amènent directement sur les documents. Donc je vous dirais pour vos propositions d'actionnaires, vous pouvez commencer par là, ce serait une bonne idée. Ceux qui sont plus intéressés par la rémunération, vous pouvez aller voir Semler aussi. Il dresse une liste de ce qu'on appelle les votes consultatifs perdus. Votes consultatifs parce que les actionnaires peuvent s'exprimer sur la rémunération des dirigeants, donc dire qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Et on dit que le vote est perdu quand, évidemment, moins de la moitié, donc moins de la majorité des actionnaires votent en faveur de ces plans de rémunération. Donc, ce qui est quand même peu courant, mais ça arrive chaque année. On en a quelques dizaines d'entreprises là qui les actionnaires trouvent que la rémunération est exagérée, ne reflète pas la performance de l'entreprise. En tout cas, pour tout un tas de raisons, ils vont s'opposer à la rémunération. Puis pour finir, Eco, qui est un peu le pendant francophone de Share. Eco, c'est une entreprise québécoise. En fait, je devrais dire euh, co-entreprise parce que c'est le fruit du RRSE, donc le regroupement sur la responsabilité sociale des entreprises, et de Bâtirante, le régime de retraite, qui ont créé ECO, donc cette entreprise privée, qui fait du dialogue donc, entre actionnaires et entreprises. Oui, et donc ils sont basés à Montréal également. On travaille avec eux, ils sont très dynamiques et euh, ils en savent un rayon sur les questions environnementales et sociales. Donc, ils font un rapport d'activité chaque année que vous pouvez aller consulter, c'est très intéressant. Et enfin, CorpGov, c'est un peu je dirais pas la boîte de Pandore, mais en tout cas, c'est un répertoire de sites à n'en plus finir. Je pense qu'on ne peut pas arriver au bout de ce site-là, qui répertorie énormément
sur les questions, sur toutes les questions en fait. C'est un peu plus loin que j'ai pu vous présenter. À utiliser avec modération parce que c'est un peu comme Wikipédia là, on peut aller faire une recherche puis finir 2 heures plus tard avec un article qui n'a plus rien à voir, mais en tout cas, si vous cherchez de l'inspiration, corpgov.net, très utile parce que vous trouvez quelque chose qui vous sur les propositions d'actionnaire, donc c'est la première question à développement. Qu'est-ce que c'est déjà une proposition d'actionnaire? En général, dans une assemblée générale d'entreprise, il y a trois principales questions ou propositions. Qui doit siéger au conseil d'administration? Qui va être l'auditeur, donc la firme de vérification qui va vérifier les comptes, Deloitte, KPMG, PwC, Ernst Young, et valider la rémunération des dirigeants. Ça, c'est pour les assemblées nord-américaines. Même en Europe, c'est un peu l'ossature de toutes les assemblées générales. Après vient s'ajouter, selon les juridictions, des propositions plus ou moins complexes sur les émissions d'actions, d'autres questions, mais c'est toujours des propositions qui sont soumises par la direction elle-même ou par le conseil d'administration. Donc, eux, ils gèrent un peu leur canevas. Sauf que parfois, des actionnaires ont le droit, enfin pas parfois, la plupart du temps, les actionnaires ont le droit de soumettre eux-mêmes des propositions. Donc, ils viennent en quelque sorte challenger l'entreprise en leur demandant soit plus d'informations sur un sujet. C'est ce qu'on a eu pendant de nombreuses années. Là, les investisseurs demandaient à ce que l'entreprise publie un rapport de développement durable, à ce qu'elle publie plus d'informations sur leur consommation d'eau, consommation de matières premières, etc. Donc, demander plus d'informations, plus de transparence. Soit interpeller l'entreprise sur un sujet. Là, on le voit avec les questions d'intelligence artificielle qui n'était pas du tout abordé par les investisseurs jusqu'il y a 2 ans. Puis là, depuis 2 ans, c'est quelque chose qui prend une place un peu plus importante dans les assemblées parce que, évidemment, ça pose des questions. Amazon, Facebook, Meta, Microsoft, et quelles sont les implications par rapport aux droits de la personne, par rapport aux consommateurs. Donc, essayer de savoir un peu, les investisseurs ont besoin de, de plus d'informations pour avoir une meilleure idée de où ils investissent. Et finalement, une troisième raison qui est un peu moins utilisée, mais c'est montrer son mécontentement. Donc, souvent, à la suite d'un dialogue infructueux, ça va être un peu une conséquence ou un genre de pénalité, on va dire, où l'investisseur va punir, entre guillemets, l'entreprise en lui disant, ben, on n'a pas trouvé de terrain d'entente, je vais soumettre ma question à tous les actionnaires, puis on verra bien qui a raison. Et donc, c'est un peu un test de popularité, si on veut dire. Mais c'est quand même le moins souvent. Très souvent, c'est plus d'informations ou interpeller l'entreprise. Je vous ai mis rapidement, je ne passerai pas en détail, mais c'est au Canada les propositions qui ont eu le plus de succès cette année. Vous voyez que je parlerai juste de Cenovus parce que comprendre un mécanisme, c'est que la plupart du temps, les conseils d'administration, les entreprises recommandent de voter contre ces propositions-là. Un peu pour des questions d'ego, parce que s'ils trouvent que la question est bonne, bah, ils vont la soutenir eux-mêmes. Mais très souvent, c'est une question d'ego. Ils recommandent de voter contre. Ce qui arrive aussi parfois, c'est qu'ils soumettent leur propre. Un actionnaire arrive avec sa proposition d'actionnaire et l'entreprise trouve que l'idée n'est pas mauvaise, donc va soumettre sa propre proposition, un peu modifiée et édulcorée, évidemment, mais donc pour garder la main sur les affaires de l'entreprise. Donc très souvent, il y a une recommandation de vote contre, ce qui fait que les actionnaires en tout cas, moins portés sur ces questions-là d'investissement responsable vont voter automatiquement, ou en tout cas vont avoir une possibilité de voter comme la direction préconise, qui fait qu'ils vont voter systématiquement contre ces propositions-là, qui fait qu'on peut avoir des scores assez bas. Sauf quand on a 2-3 cas par année, deux que trois, où des conseils d'administration reconnaissent le travail fait par les actionnaires et
recommande de voter pour la proposition. C'est ce qui s'est passé avec Cenovus. Le proposeur, je vous ai mis l'acronyme là, I4PC, c'est un organisme qui s'appelle Investor for Paris Compliance. Donc, eux, ils ciblent essentiellement les gros émetteurs de gaz à effet de serre pour qu'ils adoptent des cibles en lien avec les accords de Paris. Et donc, il y a eu un dialogue avec Cenovus et ils ont donc soumis une proposition d'actionnaire. Vous voyez là, pour aligner les activités de lobbying de l'entreprise sur l'objectif net zéro que c'est fixé l'entreprise elle-même. Et l'entreprise a reconnu que c'était pertinent, donc ils ont soutenu cette proposition-là, ce qui fait que le résultat, 99% des actionnaires ont voté pour. C'est rarissime, comme je vous dis, ça arrive 2 fois par année, mais je tenais à pour finir, on a encore quelques minutes, oui. Proposition d'actionnaire, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est dans la circulaire, donc quand je vous ai mis le lien un peu plus tôt, juste là. Pour trouver une proposition d'actionnaire, comment on fait? On va soit sur Edgar, soit sur CEDAR, selon le pays dans lequel vous voulez fouiller. Et après, il faut chercher donc, circular en anglais. On tombe sur donc, celle de l'année en cours. Puis comment ça se présente? Alors, chacun a sa présentation, mais en gros, on retrouve ces éléments-là, toujours le titre. Donc là, c'est la promotion, comme je vous disais, chez RBI, donc Restaurant Brands International, le propriétaire de Burger King et Tim Hortons. Puis là, c'est une proposition de Saybrook, qui est, je pense, une firme d'investissement et qui demandait donc de to report on reduction of plastic use, donc un rapport sur la pollution liée au plastique, ou en tout cas son utilisation du plastique et comment elle compte la réduire. Donc ça c'est le titre. On a le proposeur, donc RBI has been advised that Saybrook, donc c'est eux les proposeurs, donc qui ont soumis la proposition. Vous avez toujours non pas toujours en fait, là il y a un préambule, le whereas, mais donc ça c'est des éléments de contexte qu'on donne un peu que le proposeur donne pour expliquer un peu pourquoi il soumet sa proposition, mais il n'y en a pas toujours. On a toujours, par contre, c'est l'énoncé, là, le resolve, un peu plus bas, donc, qui reprend en fait le titre, mais en une phrase plus explicite. Et enfin, le supporting statement, donc les arguments de l'entreprise. Je ne vous ai pas tout mis là pour des questions de place, pas lisible. Et enfin, la réponse de l'entreprise, parce qu'il y a toujours un droit de réponse. Donc, sa recommandation, RBI's response, recommend shareholders vote against, évidemment, et les arguments. Donc, encore une fois, je vous ai épargné tout le détail, mais c'est un peu toujours ça. La proposition, l'énoncé, les arguments du proposeur, la recommandation du conseil d'administration. CA, c'est conseil d'administration. Très souvent, ils votent contre, ils recommandent de voter contre, et les arguments. Donc voilà ce qui, en fait, je ne vous ai pas dit ça, mais ça c'est un peu ce qui est attendu de vous. Alors, oubliez la partie préambule contexte là, mais sur la question à développement de la proposition d'actionnaire, c'est vraiment ça. Bon, le proposeur, vous pouvez oublier là, mais ça vous prend un énoncé. Donc, en une phrase, idéalement, maximum deux, mais on va dire une phrase, vous devrez être capable d'expliciter votre demande. Qu'est-ce que vous demandez à l'entreprise et pourquoi? Quels sont vos arguments? Vous voyez, c'est pas forcément beaucoup rédigé, mais vraiment des super en points. Pas besoin de faire du blabla, mais quels sont vos arguments spécifiques? Et vous n'aurez pas évidemment à faire la réponse du TA, là, vous vous occupez pas de ça, mais vraiment l'énoncé et vos arguments. C'est ça qui est attendu dans la question à développement. Et donc, pour vous inspirer, comme je vous disais, Proxy Monitor pour les entreprises américaines, sinon sur CEDAR. Puis là, vous y allez un peu à la pêche. Là, si vous avez 20 du temps, ça va être des entreprises dans votre portefeuille. Vous pouvez les chercher, comme je vous disais, Cascade, Alimentation Couche-Tard, etc. Vous pouvez les trouver sur CEDAR. Sinon, vous ne les trouvez pas sur CEDAR, sur le site de l'entreprise, dans les relations investisseurs, vous trouverez ça également. Alors voilà qui clôture ma présentation. Comme je vous disais, je vais la corriger avant de la transmettre à votre mais ça clôture pour moi
mon point. Ah, vous avez votre micro est coupé. Je vais excusez-moi, je l'avais coupé pour essayer d'améliorer un peu. Il y avait un côté saccadé. Alors, bon, on a eu la présentation de M. Sinès. Est-ce qu'il y a maintenant des questions, des commentaires qu'on aimerait faire sur ce qu'on vient d'entendre là, sur les présentations qu'on vient d'entendre? Alors, je vous laisse peut-être y penser. Je vais peut-être en profiter pour, pendant que vous y pensez, vous mentionner que, bon, finalement, Bourstad, c'est un projet qui est rendu possible grâce à l'appui d'un grand nombre de partenaires. Bon, l'Autorité des marchés financiers est le partenaire principal. Le journal Les Affaires et son site web, partenaire média. On a parmi les partenaires hors l'Organisme canadien de réglementation des investissements, la Banque TD, dans son programme La Promesse TD prêt à agir. On reçoit aussi des appuis de CFA Montréal. Donc, parmi les partenaires argent, ben, on a le groupe Investissement Responsable de M. Estinès. On a Finance Montréal, on a Iprasoft, une entreprise qui travaille avec nous pour développer la plateforme Bourstad, le groupe TMX, Quote Media, l'entreprise qui fournit les données de marché, et un nouveau partenaire cette année, le réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada. Donc, peut-être mentionner aussi que euh, l'événement ce soir a été rendu possible grâce à, évidemment, la participation de M. Sinès, quand vous avez apprécié là, son expertise, les informations qu'il nous a données sur les enjeux, sur la préparation des propositions d'actionnaires, euh, énormément de ressources aussi là, qu'il a évoquées, hein, que vous pourrez suivre certainement. Mais il y a deux personnes aussi au Cyrano qui ont joué un rôle important. La coordonnatrice aux événements, Madame Grange, Madame Émilie Grange, et la coordonnatrice aux communications, Madame Elina Caron. Hein, c'est deux personnes là, qui se sont impliquées.